Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques années, j'ai fait des vidéos en anglais par rapport à certaines évolutions du monde humain, disons, de nous comme humains, croyant d'une certaine manière que nous avons évolué dans une direction, mais peut-être que ce n'est pas vraiment le cas. Et je ne parle pas maintenant des évolutions, comment dire, physiques et de la façon dont ils ont commencé à bâtir des maisons, mais plutôt intérieures, donc psychologiques. Et un des sujets qui, à mes yeux, est assez important pour que j'ai pris la décision d'en faire des vidéos aussi en français, c'est la peur. Donc je vais vous expliquer bien sûr un tout petit peu le cheminement au cours de la route. Et pour l'instant, j'ai planifié deux vidéos. Une fois vraiment, disons d'une certaine manière, de l'héritage de notre peur et de l'autre côté aussi du développement personnel de notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Ce ne sont pas des vidéos qui sont faites pour vous fournir des solutions parce que les solutions, bien qu'il y a toujours des cadres, les solutions sont assez souvent très personnelles, très individuelles, mais pour peut-être vous donner une plus grande image pour mieux comprendre les situations. Et pour cela, j'ai préparé un petit truc pour la première vidéo, donc donnez-moi juste un petit instant pour y arriver. Donc, si je parle de notre peur d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler d'un héritage qu'on a eu. Donc un héritage qui a bien sûr évolué, qui s'est développé et qui a pas seulement l'explication par rapport à la peur en elle-même, mais ce que cette peur fait avec nous. Donc il y a une première chose qu'on doit comprendre si on va aussi loin dans notre histoire que les hommes de caverne. Il y a un Allemand, Eckhard von Hirschhausen, c'est un médecin qui disait toujours l'homme de caverne qui sortait et qui allait vers le tigre et disait minou, 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 ben, c'est pas notre ancêtre parce qu'il se faisait bouffer. Et bien sûr, la peur qu'on avait, c'était une peur qui nous faisait survivre. Donc les gens qui restaient dans la caverne, dans leur grotte, ils avaient une chance plus grande de survivre s'il n'y avait pas d'ours de caverne qui les bouffaient, mais je ne parle pas de ça, mais vraiment de cette idée de sortir. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous expliquent, spécifiquement même dans la religion, c'est une phrase que j'ai entendue tellement souvent, oui, c'est pour cela que le groupe est tellement important, parce que si c'est tout un groupe qui sort, ben, le prédateur, il croit que c'est quelque chose de grand et a peur et va fuir. C'est quelque chose que vous allez entendre assez souvent par rapport aux poissons qui font un groupement et que le requin, il part en fuyant parce qu'il croit que c'est quelque chose de grand. Honnêtement, c'est bel et bien de le voir comme ça. Le pire dans l'histoire, c'est qu'on nous fait comprendre cela et qu'il y a des gens qui le croient. Mais la raison en est une toute autre. Parce que il y a des gens dans ce groupe qui avaient bien compris que si je sors avec plus de gens autour de moi, la chance que moi, ou le risque que moi je me fais bouffer par le tigre va rétrécir. Donc, je vais avoir des gens autour de moi, je vais les rassembler autour de moi, pas parce que comme ça on se ressent comme un grand groupe et on est plus fort que les tigres et le prédateur a peur de nous, mais pour être sûr que le prochain qui sera bouffé, ce ne sera pas moi. Et malheureusement, même s'il y a des gens qui disent « mais non, c'est pas ça euh, », regardez certaines de nos soi-disant amitiés qu'on a. Donc le problème dans l'histoire que, oui, il y a beaucoup de gens qui vont nous expliquer, je vais revenir sur l'amitié, hein, faites-vous un petit post-it. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « oui, mais on a évolué, il n'y a plus de tigres qui nous agressent, regardez, on a des maisons, on a tellement de sécurité, ainsi de suite, blablabla. » Mais est-ce que vraiment, au cours de route, si vous regardez la vie de vos ancêtres et même encore de vos grands-parents, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a eu une guérison ?
Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu la possibilité de guérir, premièrement, il y a des gens qui avaient beaucoup plus de, comment dire, de priorité sur ah maintenant on va avoir une belle vie et on va réjouir de cette vie, mais il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui s'est mis et qui a dit ben maintenant qu'on est calme, est-ce que peut-être on pourrait l'utiliser pour regarder ce qui s'est passé en nous afin de pouvoir guérir ce qui est passé, nous est passé, ce qui est passé à nos ancêtres, ou ainsi de suite. Parce que, regardez, il y a premièrement des guerres, il y a encore aujourd'hui des guerres, il y a des famines, il y a eu la peste, pour nous, il y a eu le corona, aujourd'hui, il y a l'augmentation des prix, les marchandises qui n'arrivent plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les mauvaises nouvelles que vous entendez à la radio, ben, ils vont vous dire, vous devez avoir peur. La pire dans la liste que je vous ai montrée ici, c'est au fait la famine. Parce que, tandis qu'une guerre, on peut dire, le regroupement, ça aide pour me sécuriser, la famine ou même la peste, ce sont des choses où on était un peu dans l'embarras du choix d'une autre manière, parce que si j'ai une famine et j'ai peur de pouvoir survivre et je garde des gens autour de moi, comme c'était la logique de se protéger d'avant, maintenant, on se retrouvait dans la situation de dire, oui, mais ce sont eux qui vont bouffer ce qu'il y a encore à manger et je vais mourir de faim. Donc, vous voyez, c'est pas seulement qu'on peut dire, il y a eu une certaine façon de nous nourrir de cette peur et de la garder vivante en nous, mais il y avait différentes façons de se retrouver avec ce conflit intérieur, avec cette peur, afin qu'on n'a jamais pris le temps de s'en ressortir. Et si maintenant quelqu'un dit « mais non, ce n'est pas vrai, on n'est pas comme ça », je vais vous montrer un petit jeu. C'est un jeu d'improvisation qui montre que notre subconscient est encore très bien dans ce truc de se sécuriser. L'idée, ce petit jeu, il vient du livre « Ma psychose, ma bicyclette et moi », la raison de la folie. Ça en dit déjà long. Et vous allez voir la folie que ça insinue. Et pour vraiment vous donner une idée, on a fait ce jeu. Donc, il y a un ami, l'ami même d'une de mes sœurettes, donc, qui a essayé cela dans un groupe de théâtre, un groupe qui pouvait aussi improviser, et on a retrouvé quelque chose qui est assez choquant. Je vais vous expliquer la situation. Il y a deux personnes qui seront prises, et chacun a un rôle, et on donne le premier papier du rôle au premier, qui dit « Tu es un psychiatre qui doit convaincre un patient de se faire interner, d'entrer à l'hôpital. Il a une délusion qu'il croit qu'il est un psychiatre. » Et je suis presque sûre qu'il y en a déjà entre vous qui commencent à comprendre ce qui va se trouver sur le deuxième document, sur le deuxième papier. La même chose. Et maintenant, vous avez deux personnes dans un jeu d'improvisation qui peuvent faire ce qu'ils veulent autour d'eux pour convaincre l'autre que soi-même on est le vrai psychiatre. Et ce qui doit arriver va arriver. Il y a plusieurs options. Les uns vont se chercher quelqu'un qui est assis autour, va se le mettre à ses côtés et dire c'est aussi un psychiatre. Donc maintenant on est déjà à deux. Les autres vont carrément créer des êtres, des personnes, des psychiatres imaginaires. Donc, on est en train de parler de délusion et c'est lui qui veut être plus fort qu'un psychiatre, se fait la délusion de se créer un psychiatre imaginaire. Ou d'autres vont avoir un diplôme imaginaire entre leurs mains avec des psychiatres très haut placés, avec des professeurs, docteurs, pour démontrer que c'est eux le vrai psychiatre. Donc, cela prend pas très longtemps afin que quelqu'un va se créer une personnalité, une personne à côté d'une manière ou d'une autre pour montrer, moi je suis un nous. Je ne suis pas seule dans mon opinion, alors c'est toi qui dois être celui qui est mon client, mon patient et qui doit se faire interner.
Et combien de temps ça prend? Ben, la petite horloge à côté, elle n'est pas faite pour rien comme ça. Juste pour vous donner une imagination par rapport à cela. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que même dans un jeu, même dans un instant où il y a, comment dire, où il n'y a aucune raison d'être pour faire cela, les gens se créent un nous pour se retrouver dans ce groupe. Et ceux qui prennent par exemple l'idée du diplôme, ben, ils vont essayer de se créer un groupe de personnes plus haut placées pour dire alors dans mon hiérarchie il y a des gens qui sont plus haut placés, qui ont plus de poids, qui ont plus de valeur et c'est pour cela que moi je dois avoir raison. Si des gens me disent non mais non, on ne fait pas ça, alors je vous prie, la prochaine fois que vous êtes dans une argumentation, dans une discussion avec des gens, essayez un peu de voir. Imaginez que vous êtes dans une discussion avec quelqu'un et tous les deux, vous avez une opinion sur un sujet. Et regardez quand est-ce que votre personne commence ou bien avec un mais nous, on voit les choses comme ça, ou nous, on a fait cette expérience, ou qu'ils disent même mais on a fait l'expérience. Quelqu'un qui utilise des mots comme ça, honnêtement, directement, la façon de réagir, c'est qui est on, qui est nous, parce que je te vois que toi ici, et je parle de toi à moi. Vous verrez que assez rapidement, les gens vont vous citer des gens qui sont considérés être très sages, très intelligents, qui ont des diplômes. Et il y en a qui parlent globalement de nous, même qu'il n'y a pas de nous autour de vous. Il y a des gens qui vont vous dire oui mais ma soeur, mon copain, mon père, je ne sais pas qui a fait la même expérience et on a blablabla. Donc on ne va plus être sur une opinion versus une autre, mais c'est un groupement envers l'autre. Et vous-même aussi, vous pouvez faire attention à quel instant dans cette situation ça vous arrive de dire oui mais nous. C'est pas pour vous taper dessus et c'est pas pour vous dire il faut que, mais peut-être un instant où vous êtes plus calme, où vous êtes seul, vous pouvez vous prendre le temps et dire pourquoi est-ce que c'était important de moi de mettre du poids en utilisant un groupe. Parce que vous allez voir que donc cette façon de toujours rester dans cette idée de groupement, et on l'a bien vu par rapport, on le voit encore aujourd'hui, quand est-ce qu'il y a des groupes qui se créent? Dans tout, ceux qui roulent à vélo versus ceux qui roulent avec une voiture, ceux qui utilisent une voiture électrique versus ceux qui utilisent une voiture à essence, ceux qui se sont fait vacciner en temps de Covid contre ceux qui ne se sont pas fait vacciner en Covid. C'est jamais ou presque jamais qu'on dit c'est une décision que je prends pour moi, mais c'est toujours lié à autre chose et spécifiquement à certains sujets comme être végétarien ou végan versus quelqu'un qui aime manger son beefsteak de temps en temps, vous allez voir que normalement, donc cette hiérarchie dont je parlais par rapport au, au diplôme, il va se remettre dans, oui, mais c'est ma mission spirituelle, donc quelque chose qui est au-dessus. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Parce que, quand moi j'ai fait de la PNL, on parlait des niveaux logiques ou des niveaux, donc déjà en français, on parle de niveau logique de deals. En anglais, on parle de niveau neurologique de deals. C'est que je trouve déjà très important et très intéressant. Qui était ce que vous voyez là. Donc vous avez l'environnement tout en bas. Environnement veut dire, donc ne me méprenez pas. Si maintenant il y a des couacs avec les mots, c'est que moi je l'ai appris en allemand et en anglais. Donc pour moi, je dois aussi switcher un peu avec le vocabulaire. L'environnement veut dire toutes les choses si on pose des questions, parce qu'on utilise cette technique pour poser des questions, pour approfondir le point de vue sur un problème, par exemple. Alors, environnement veut dire où est-ce que cela s'est passé, quand cela s'est passé, avec qui ça s'est passé, ainsi de suite. Donc, toutes les choses qui sont vraiment à l'extérieur. Puis, il y a les comportements. Le comportement est qu'est-ce qu'on a fait. Donc, les questions sont assez claires. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, quoi s'est passé, qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce que vous avez fait, comment, voilà.
Les capacités concerne le comment. Donc, si je prends le comportement, ce serait qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai répondu. La capacité serait comment est-ce que j'ai répondu? Est-ce que j'ai répondu avec bienveillance? Est-ce que j'étais agressive? Ainsi de suite. Et alors, un des plus importants, parce qu'il nous prend vraiment dans la profondeur, c'est la croyance, la valeur. Cela concerne le pourquoi. Je dois dire déjà sur ce point, assez souvent, je vois les gens sauter ce pas. Donc, on se retrouve avec le quoi, le comment, et pouf, on est en train de juger les personnes par rapport à leur identité. Je vais venir dessus. Et le pourquoi n'est presque jamais regardé dans ces histoires. C'est celui qui nous prend en profondeur, puis il y a l'identité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aux premières images qui étaient créées par rapport à ces niveaux neurologiques, la spiritualité, donc la mission, toutes les choses concernant le truc le plus grand, c'est pas seulement les valeurs ce sont les valeurs intérieures, mais la grande éthique complète, universelle, ou comment on veut l'imaginer, c'était jamais lié directement à l'identité. C'était vraiment une petite bulle, un cercle qui était au-dessus de notre pyramide qui nous concernait. Vous pouvez aujourd'hui regarder, parce que moi j'ai encore mes feuilles, j'ai mes classeurs avec cela, donc je peux le prouver qu'en 2012, au moins, donc avant 2012, c'était montré comme ça. Regardez aujourd'hui, faites Google et essayez de trouver la pyramide des niveaux neurologiques de Diels et vous allez retrouver ça. La spiritualité maintenant est intégrée. Et ce qui est très important et très intéressant, c'est qu'une des questions qui se trouve dans cette idée spirituelle, c'est le qui d'autre. Donc vous voyez déjà un tout petit peu, avant que Diels était absolument clair, que qui d'autre peut être un groupement qui a bien sûr le sens pour nous-mêmes, mais cela ne veut pas dire qu'il est intégré et que ça fait partie intégrale de nous, parce qu'on n'est pas le groupe, mais on est nous-mêmes quelque part, puis on prend des informations, on prend des croyances, on prend des missions d'autres choses. Ça peut être une religion, mais ça peut aussi être juste un groupe dans lequel on est. En luxembourgeois, on parle de pression d'un groupe, donc qu'on fait des choses, je ne sais pas si en français ça existe aussi, mais je sais qu'en Allemagne et aussi au Luxembourg, si on était dans un groupe et on faisait des choses qui étaient complètement à côté de la plaque, comme gosse, quoi. Et on disait, oui, mais le groupe fait la même chose et on se prenait cette réaction. Oui, et si le groupe, il saute d'un pont, est-ce que toi aussi, tu vas sauter du pont? Donc, vous voyez un tout petit peu, des fois, par rapport à cette pointe qui maintenant est devenue une pointe qui nous s'est intégrée, elle a une pression sur nous. Et qu'est-ce qui se passe encore? Ben, avec ce qui d'autre, on est à nouveau dans le groupe. Donc, en intégrant cette pointe maintenant en nous-mêmes, dans nos niveaux neurologiques, ça veut dire que sans le groupe, on n'existe pas d'une certaine... Nous, on est en dessous du groupe, donc ne l'oubliez pas. Si vous regardez, on n'est pas tout à la hauteur, on n'est pas à cette position supérieure envers nous-mêmes. Je ne parle pas du monde, je ne parle pas de croire qu'on est Dieu, mais envers soi-même, on se retrouve dans une position où il y a encore un groupement au-dessus qu'on nomme maintenant spiritualité ou mission. Et ça, c'est quelque chose que notre monde et aussi notre monde spirituel montre d'une façon mais très grande et vraiment d'une manière pas très saine, d'une certaine manière. Donc, là, cette idée-là, ça vient de la pop psychologie, c'est une perversion de la pop psychologie qui prennent un tout petit bout, ce qu'ils font aussi avec le mot écho, ainsi de suite. Ils prennent un tout petit peu un tout petit bout toute une information, font leur propre sauce et ils imposent cette idée-là parce qu'on le trouve maintenant de cette manière-là sur tout l'Internet. Vous ne retrouverez plus celle avec le cercle au-dessus.
Il l'impose d'une manière que tout le monde croit que c'était vraiment comme ça. Et donc, on est en train d'intégrer cela et on veut faire croire cela à notre subconscient. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que cette spiritualité, elle, ben, c'est le groupe où on se fait intégrer pour ne pas se faire bouffer par le tigre. Et même si le tigre n'existe plus, j'ai bien montré qu'il y a toujours des choses qui, comment dire, qui nous font déclencher en nous une peur qui est liée à une peur de survie. Même si on n'a jamais vécu cela, mais on a eu des générations et des générations qui connaissent ça, et comme c'était jamais nettoyé, comme c'était jamais guéri, ben c'était toujours lié à ça, mais c'est beaucoup plus inconscient et c'est pour cela que c'est tellement difficile à guérir parce qu'on doit ressortir de cela, de l'inconscient pour pouvoir le guérir proprement. Et en dessous maintenant, on a cette identité. Et par rapport à cette identité, on a un problème que les gens ne remarquent pas. Parce que qu'est-ce que le mot identité veut dire? Le mot identité vient du latin qui dit idem de même. C'est une identification. Donc il faut quelque chose à l'extérieur pour s'y identifier, pour avoir une identité. Et c'est quoi? Ben, c'est notre petit groupe d'hommes de caverne qui ne voulait pas se faire bouffer par le tigre. Et c'est toujours ça. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, et ces centaines et milliers d'années, il n'y a personne qui s'est pris le temps de dire on va essayer maintenant globalement de trouver des solutions pour guérir cela. Donc, le subconscient reste lié à un groupe imaginaire, du qui encore, ce qui veut dire, c'est même pas que ces groupes existent. C'est pour cela que c'est tellement simple de parler d'une religion, d'une spiritualité. Mais mes guides me disent ça. Ne me méprenez pas, je suis quelqu'un qui travaille avec des guides, mais je suis très, comment dire, très conscient de de parler de cela et de faire attention à ne pas le dire de manière que oui, mais si mes guides ont dit cela, alors ça doit se passer comme ça et vous devez faire comme ça. Donc, je ne vais jamais prendre le libre arbitre à une personne. Et je suis absolument conscient par rapport à des choses que je fais, que si les gens me font confiance, qu'ils font cela sans avoir aucune preuve au début. Donc, c'est par rapport au travail qu'ils font qu'ils vont avoir la preuve. Mais c'est pas moi étant plus fort parce que j'ai un groupe de guides ou je sais pas quoi. Et tous les gens qui me viennent avec, oui, mais moi je fais ce que Dieu veut, ainsi de suite, c'est la même chose. Donc, c'est juste un regroupement. Et je donne cela à quelque chose qui est placé plus haut que moi afin de pouvoir dire ben c'est pas moi qui prends la responsabilité, vous devez parler à la personne ou à l'être imaginaire qui se trouve au-dessus de moi. Et par rapport à cela, il y a un autre risque qui vient, c'est le risque de fragmentation intérieure. Et là, j'aimerais ouvrir juste une seconde une petite accolade. Je sais que dans la psychologie, le mot fragmentation intérieure parle directement d'une maladie mentale. Je ne parle pas de maladie mentale ici. C'est un tout petit peu comme celui qui a fait le cours, qui a donné le cours de la PNL, Hunting, qui disait, vous prenez le grand compendium de toutes les maladies mentales et vous pouvez en être sûr, vous allez vous retrouver être un malade mental. Il n'y a aucun doute. Donc, je sais aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la psychologie et dans la neuropsychologie qui sont en train de regarder si c'est vraiment cela ce qui se passe. Donc c'est juste qu'on a tellement de parts intérieures qui sont toujours en discussion par rapport à différentes informations qui nous étaient imposées, comme on était éduqués. Ça c'est la part du deuxième vidéo que je veux faire, ainsi de suite. Et donc, si on essaye de s'identifier à quelqu'un, on essaye de s'identifier à telle personne pour ça, à telle personne pour ça, à telle personne pour ça. Par exemple, je ne sais pas, ouais, cette personne, elle sait vraiment conduire une voiture, ben, j'aimerais être comme cette personne. L'instant où on monte dans une voiture, notre subconscient est en train de vouloir s'identifier à cette personne-là. Et l'autre dit, ah, mais cuisiner comme la grand-mère, ben oui, et on essaye de s'identifier à la grand-mère. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'il y a tellement de splits, parce qu'on a tellement d'informations qui ne restent pas seulement des informations, mais à quoi on essaye de s'identifier, parce que on croit que l'identité est liée à quelque chose qui dit qui d'autre, qui est au-dessus de nous, et vous voyez un tout petit peu ce qui se passe dans cela. Donc, fragmentation intérieure ne veut en
disons 99% du temps, ne veulent pas du tout dire une maladie mentale. De toute façon, je ne vois pas ça comme une maladie. Il y a bien sûr des gens qui, par rapport à des vrais traumatismes, ont carrément mis de côté une part juste à cause de survie. Et là, oui, il y a un malaise, disons plutôt être mal à l'aise parce qu'il y a ce manque et il faudrait intégrer cette partie. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas là pour vous donner des cours de psychologie et de psychiatrie ici, mais de vous donner une idée qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Et je connais aussi toute cette histoire avec, oui, les Amérindiens, ils disent qu'il y a deux loups, un loup méchant et un loup sympa, et cela dépend lequel on nourrit. Je ne sais même pas si ça vient des Amérindiens, et j'aimerais bien faire entendre un Amérindien, parce qu'ils vont sûrement secouer la tête, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et ça me semble quand même être une dualité qui vient d'une certaine religion. Je dis ça, je dis rien. Donc, si maintenant je parle d'individualité, donc dans par Jung, l'individuation, là je suis dans le latin individere, non divisé, donc la personne est complète à l'intérieur. Donc là, il y a la guérison de ces fragmentations, et c'est qu'à cet instant-là qu'on peut avoir une authenticité. Donc oui, il y aura toujours des personnes autour, et on a des mémoires à des personnes qui ont fait quelque chose de bien, mais on n'essaie plus de faire ce qui d'autre, hein, et je suis comme cette personne où je fais partie de ce groupe, par exemple, concernant toutes les choses, comme je disais, j'ai une de mes sœurs, une de mes âmes sœurs, elle dit toujours, ou disons, elle disait toujours, elle sait pourquoi je dis cela, elle était, elle se nourrit, elle était végétarienne, où elle se nourrissait, je pourrais dire, que de produits végétariens, et c'était la première à dire c'est mon choix, bon appétit, si on était là avec son steak. Donc ça, c'est l'authenticité, l'instant où une personne peut dire je fais les choix pour moi-même, pas parce qu'il y a une mission plus grande qui me laisse grandir en même temps pour que je fais partie d'un groupe, et si quelque chose foire, bah alors c'était peut-être la mission qui n'était pas correcte, mais moi je suis correcte, je me protège par rapport à cela, je me fais, comment dire, vraiment un bouclier de personnalité et de mission, mais qui n'ont rien à voir avec moi-même, et comme ça on a la possibilité d'avoir cette authenticité et cette guérison de toutes ces parties, et on peut être en paix même s'il y a d'autres gens qui ont une autre opinion et un autre point de vue. Et donc, maintenant, la grande question qui se pose par rapport à cela, et si l'amitié et sécurité comme on le voit normalement, donc si amitié, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je vois assez souvent, il y a des gens qui vont nous dire oui, faut absolument avoir des amis, faut interagir avec les autres, faut ceci, faut cela. Et est-ce que vous avez déjà remarqué, si maintenant cette amitié est liée à un groupe, combien de fois vous vous retrouvez dans des situations où un groupe n'a pas complètement, donc vous avez des gens qui ont votre opinion, vous êtes en train de discuter, il y a des gens qui n'ont pas votre opinion et vous êtes en échange, il n'y a aucun problème. Puis il y a des trucs où vous remarquez, oui, mais ce sont des choses que le groupe il fait, mais je ne me sens pas à l'aise avec cela. Et les gens n'osent pas se retirer du groupe ou en discuter, à peur d'être exclus du groupe ou de peur de ne plus se retrouver dans ce groupe. Donc c'est plutôt, en tout cela, c'est plutôt une peur qui nous garde dans une dépendance qu'on appelle après amitié ou couple. Et combien de gens ont cette idée que l'instant où ils sont seuls, donc ils se ressortent d'un groupe, ils se ressortent d'une relation amoureuse, la raison pourquoi beaucoup de gens restent dedans, c'est parce qu'il y a cette peur de se retrouver seul, et se retrouver seul, ça nous lie toujours à cette histoire de l'homme de caverne. Et vous pouvez dire non, mais si vous regardez vraiment, si vous prenez le temps d'aller voir d'où ça vient, vous allez voir que c'est toujours une peur de survie qui est en dessous. Bien enfouie, bien sûr, pendant des années et des années et des années, mais si on est honnête envers soi-même et on se dit, est-ce qu'à un certain instant, un de mes ancêtres a eu le temps ou l'idée de réfléchir dessus et
nettoyer cela et de guérir cela. Est-ce que c'est le cas, oui ou non? Et vous allez voir que ça n'arrivait pas vraiment. Et même si il y avait des gens qui avaient peut-être l'idée de le faire, il y avait une nouvelle guerre qui venait, il y avait une nouvelle famine qui venait, il y avait une nouvelle sorte de peste qui venait, et hop, on se retrouvait dans quel groupe je vais me mettre pour être le plus sécurisé. Point. L'instant où les personnes se ressortent de tout cela, ils remarquent rester seuls pour un certain instant, veut aussi dire prendre du temps pour soi-même. On entre en relation envers soi-même, non plus vers l'extérieur par rapport à une identité où je dois m'identifier à quelqu'un, par rapport à un qui d'autre où je ne suis pas sûre si je veux ce qui d'autre. Et je mets en regardant déjà tous ces parts intérieures qui sont en train de parler de gauche et à droite et de se prendre le temps pour essayer qu'ils se lient à nouveau pour qu'on devienne complet à l'intérieur, qu'on se guérit à l'intérieur. Et à cet instant-là, on choisit beaucoup plus consciemment ses amitiés. Donc les amitiés, c'est plus... oui, on croit au début, wow, c'est une personne qui parle comme nous, c'est super, wow, c'est génial. Et puis à un certain instant, il y a des choses qui... parce qu'on change, on évolue, ainsi de suite, la vie évolue et on remarque que c'est plus le cas et on reste coincé à cela. Je vous donne un exemple qui pour moi était très important dans ma vie. Pendant des années, j'avais une amie et donc je l'ai aidée par rapport à son divorce, par rapport à toutes ces problématiques qu'elle avait avec son mec, avec le divorce ainsi de suite qui venait après. Et on était toujours, c'était super. Donc si on sortait ensemble, c'était génial, on avait un peu la même idée des choses et tout allait bien. Et l'instant où elle retrouvait déjà il y avait le divorce et assez rapidement, pouf, elle a trouvé un autre mec. Donc je ne veux pas dire que c'est toujours faux, si c'est vraiment le mec ou le compagnon et on remarque que c'est vraiment le coup de foudre. Je ne veux pas dire que c'est jamais la bonne chose, mais elle ne se prenait pas vraiment le temps pour guérir de tout cela. Ben, le truc de l'histoire, c'était que moi, je ne faisais pas partie de cette nouvelle amitié avec ce nouveau mec, moi je faisais partie de son temps par rapport à son ex-mari et à son divorce. Et donc tout doucement, je commençais à ne plus faire partie de sa vie. Et au début, ma réaction était, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Donc j'ai essayé de gauche et à droite, de voir et ainsi de suite. La seule chose qui est arrivée, c'est qu'à chaque fois, elle me sortait, oh oui, je suis tellement désolée, j'avais complètement oublié, j'avais tellement, oh non, j'avais tellement autour de moi, j'avais oublié. Si on oublie une fois un rendez-vous, je suis bien d'accord, une deuxième ou une troisième fois, on peut le noter dans un calepin pour ne pas l'oublier. Si vraiment ça c'est une, comment dire, si en vaut, si on a de la si on valorise cette personne et qu'on dit quand même notre amitié va plus loin que ça. Et l'instant où moi je disais écoute, je comprends bien que je ne fais plus partie de cette vie, de cette réalité que tu as maintenant. Donc si on va se rencontrer, on peut se dire bonjour, on parle de trois mots. Donc moi je n'étais en aucun cas en train de vouloir l'attaquer, mais juste voir les choses comme elles étaient. Et je me suis pris les remarques et les reproches vraiment en pleine tranche par rapport à cela, parce que maintenant c'était moi la méchante. Donc l'instant où elle croyait que son petit groupement maintenant était attaqué, ben moi c'était l'ennemi de l'histoire. Donc j'ai remarqué, elle était toujours encore ambiguë par rapport à cette oui mais est-ce qu'on avait une amitié, mais c'est plus le cas maintenant et maintenant j'ai lui qui est plus important, et ça n'avait rien à voir avec importance, ça avait à voir avec l'importance et la sécurité qu'elle voyait dans cette histoire, parce que moi j'étais liée à un temps d'insécurité, donc maintenant elle faisait tout pour garder cet aspect de sécurité et je la comprends complètement. Ça ne veut pas dire que je pardonne ou pardonner c'est un grand mot, mais que je trouve que sa façon de réagir était correcte, mais ça ce n'est plus mon problème par rapport à cela, c'était juste pour vous montrer comment les gens réagissent par rapport à cela. Et il n'y a pas de choix conscient à cet instant-là par rapport à l'amitié, mais on prend des gens qui peuvent nous apporter quelque chose, on prend des gens qui nous donnent une certaine sécurité, il y a des gens qui
qui pensent comme nous, donc on se sent plus fort parce qu'on a tous un peu la même idée. Et si moi je manque d'arguments, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la relève. Donc vous voyez un tout petit peu, il y a tout cela. Mais rarement on choisit consciemment les amitiés, vraiment consciemment, consciemment. C'est peut-être consciemment, ouais, c'est quand même une personne cool, mais en dessous, c'est toujours cet en dessous. Et n'oubliez jamais dans cela que notre subconscient fait quand même plus de 95% de notre conscience globale. Donc, identité versus individualité, vous voyez un tout petit peu d'où ça vient et où ça mène dans tout cela. Donc, la prochaine vidéo, parce qu'il y a bien sûr une question qui reste, oui mais d'accord, mais aujourd'hui, on vit quand même, on est né dans une situation qui est bien. Comment ça se peut qu'on peut se reconnecter à cette idée de peur? Je ne dis pas de la peur elle-même, mais cette idée profonde de la peur. Donc la prochaine fois, je vais parler un tout petit peu de l'enfance et de l'éducation par rapport à l'analyse transactionnelle. Je parle du danger réel vers une valeur abstraite, comment se développe cette fragmentation, et par rapport à l'enfant rebelle et l'enfant soumis, qui est une idée de l'analyse transactionnelle et qui aujourd'hui, par la pop psychologie, a de nouveau été déformée et pervertie de manière pour qu'on ne trouve pas la possibilité de se guérir soi-même. Comme ça, vous avez un peu le tour. Pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent bien sûr se connecter pour voir la deuxième vidéo que je vais faire. Il y aura l'idée, comment dire, de faire peut-être une troisième vidéo si vous avez des questions. Donc, par rapport à cela, moi, je dis comme toujours, si vous avez bien aimé, faites un like. Si vous avez des questions, faites des questions et pas sur la technique ou par mon vocabulaire parce que je trouve ça assez souvent, mais rien qui vaille pour les vidéos ou pour le sujet soi-même. Donc, vous pouvez aussi bien sûr rester donc dans ma chaîne pour ne pas perdre de vue les prochaines vidéos qui viennent. Et comme toujours, merci pour votre écoute.